Alors, Michel a toujours été un passionné de culture et prenait en compte l'idée que l'enseignement supérieur était à développer le plus possible. Dès son premier mandat en 1971, il avait contribué à l'implantation d'un DUG de droit et d'une capacité. Il était pour rien dans l'IUT parce que l'IUT a été créé en 1968. Et tout est parti avec les personnes avec lesquelles je travaillais d'un constat. Le bassin d'emploi de La Rochelle était largement sous-qualifié. 85-86% des travailleurs étaient à un niveau 5, niveau CAP. Et il y avait tout à faire dans le développement des enseignements supérieurs. Donc, j'ai persuadé Michel que nous devions, même si ce n'était pas notre compétence directe, investir dans la matière grise. Et c'est pour ça que successivement, nous avons contribué à l'implantation de Subdeco, de l'EXI et de la création, avant l'université, d'un institut supérieur de technologie. C'était un enjeu majeur et qui nécessitait effectivement des fonds disponibles. Nous avons bénéficié du fait que c'était l'époque des lois de décentralisation qui permettaient aux communes, aux départements et aux régions d'être des acteurs du territoire, et en même temps de la dynamique des contrats de plan qui permettait de faire des financements croisés entre l'État et les collectivités locales. Et dans le cadre de l'Université de La Rochelle, nous avons pu mettre à disposition 12,5% des financements sur nos fonds propres. Le département faisait aussi 12,5%, la région 25% et l'État 50%. Alors là, je crois que je peux parler d'un coup de maître. Parce que Michel était un homme d'initiative et qu'il avait été très impressionné lorsque nous avions été reçus en mai 91 par les deux pontes de l'éducation nationale, le recteur Frémont et le recteur Métraz, qui nous avaient auditionnés sur la nécessité, l'opportunité de créer une université à La Rochelle. Quand on est sorti de l'entrevue, Michel m'a dit alors, j'ai dit, ils sont contre. Ils sont totalement contre. Et la question n'est pas est-ce que l'administration est contre, mais qui va décider? Et ça ne peut être que le pouvoir politique qui décide. Donc, à partir de ce moment-là, tous les relais qu'on pouvait avoir ont été mis en action, et notamment les bonnes relations qui existaient entre Michel Crépeau et le président Mitterrand. Les Charentes. Et donc, je pense que Michel a imaginé ce coup parce que l'université, nous en avions fait la demande dès 91. Bernard Bob était depuis janvier 92 dans la phase de constitution du dossier final qui permettrait de créer l'université, mais on n'avait pas encore le fameux bleu de Matignon qui annonçait officiellement la création. Et ce bleu de Matignon n'est venu qu'en janvier 93. Donc en 92, au mois de mai, notre bon Michel Crépeau s'est dit je vais forcer le destin en posant la première pierre d'une université qui n'existait pas. C'est très simple. Il y avait à La Rochelle, au moment des années 70, une volonté très forte d'avoir un enseignement supérieur. Volonté très forte. Il n'y avait rien. Rien. Donc La Rochelle avait cette ambition, et elle a été portée conjointement par la ville de La Rochelle avec Michel Crépeau, par le conseil général avec François Blaiseau et moi-même. Voilà comment les choses se sont passées. Donc ces deux collectivités avaient la même ardeur à faire. La Rochelle n'avait pas d'argent et la communauté de ville, l'agglomération n'existait pas. Et il y avait un malheureux civom qui était sans le sou, et le conseil général avait la compétence générale, c'est-à-dire qu'il pouvait s'occuper de tout, y compris de l'enseignement supérieur, même si ce n'était pas sa vocation première.
et il avait la volonté de développement. Donc, nous avons été présents très fortement, je parle du Conseil général, sur ce front. Et à l'intérieur de la maison, j'étais moi-même universitaire, j'étais celui qui était censé connaître le sujet, et je partageais cette volonté de réussir. Donc la Chambre de commerce s'occupait, elle, de Subdeco. Et le Conseil général a été le porteur direct de l'école d'ingénieurs. J'en suis toujours le président, d'ailleurs, même bien longtemps après, et c'est une grande réussite. Ça fait partie des choses que je suis fier d'avoir contribué à faire naître et à faire vivre ensuite. Et puis il y a le gros morceau de l'université, pour lequel nous nous sommes battus conjointement avec Michel Crépeau. En 1993, donc ça faisait longtemps qu'on labourait ce sillon. Michel Crépeau n'a pas été réélu aux législatives et il avait réussi à obtenir de François Mitterrand l'inscription à un hypothétique plan Université 2000 début donc des années 90, 91, 92. On avait un moment solennel, il nous posait une première pierre au moment du sommet franco-allemand avec Helmut Kohl, François Mitterrand. C'est un des grands souvenirs que nous avons ici. Mais il n'y en avait qu'une pierre. Et nous sommes retrouvés avec Michel Crépeau dans le bureau de François Bayrou. Madame de Sarnez nous servait le café, et puis nous avons été reçus plus froidement ensuite par Fillon, mais nous avons été reçus, qui était secrétaire d'État ou ministre délégué aux universités. Voilà. Donc ça, on est au printemps, au début de l'été 1993, pardon. Et puis là, on nous a dit le rectorat n'a pas du tout les moyens techniques pour créer une université à partir d'un marécage, puisque c'était le cas. Et donc, si le Conseil général veut bien s'en occuper, la ville n'avait pas les moyens techniques non plus de le faire, ce que le Conseil général a accepté de faire. En utilisant comme moyen sa société d'économie mixte d'aménagement, qui s'appelle la SEMDAS. Voilà. Mais la SEMDAS, c'est le Conseil général. C'est le bras armé du Conseil général pour bâtir. Elle a construit le pont de l'île de Ré, elle allait construire l'université. Voilà comment l'histoire s'est écrite. Et les premiers bâtiments ont été construits de cette façon. Alors nous avons fait le portage des subventions à venir quand elles sont arrivées, pour celles qui sont arrivées, le portage de la TVA. Toujours est-il que nous avons partagé l'ardeur à faire et nous avons réussi. Et moi, ça me fait très plaisir, 25 ans après, que tout cela ait pris corps, se soit affirmé et soit devenu une vraie université reconnue et qui a trouvé ses lieux de recherche, ses thèmes de recherche de façon évidente. On avait eu un accord avec l'Université de Poitiers, et moi j'avais eu un accord d'homme avec René Monnery, qui n'était pas enthousiaste à l'idée de voir prospérer l'Université de La Rochelle. On est en 1992, quand sort le plan Université 2000, j'ai eu un entretien en tête-à-tête avec René, où on s'est bien mis d'accord. Nous ne serons pas sur les mêmes thèmes de recherche. Et il y a un thème sur lequel nous sommes tout naturellement orientés, nous, ici à La Rochelle, ça sera au sens le plus large, le thème du littoral. À partir du thème du littoral, on a en histoire l'aventure, le vaste monde, pour lequel il y a quand même des choses très légitimes et particulières, et particulièrement fortes en Charente-Maritime, mais pas seulement à La Rochelle, à Rochefort, bien évidemment, à Broye, enfin à Royan. Il y a une grande histoire, très grande histoire maritime. Et il y a la géographie des littoraux, avec tout ce que cela veut dire, avec leur nature, avec leur vie humaine et économique. Donc le géographe s'y retrouve, le sociologue s'y retrouve, et puis les juristes peuvent s'y retrouver dans leur domaine particulier du droit maritime. Enfin, c'était ça l'idée. Et l'Institut du littoral est quelque chose qu'on a... c'est une idée que m'a vendue... et qu'on a développé ensemble et enrichi ensemble le doyen Blanchard à l'époque, qui est devenu président ensuite, qui a un autre destin, mais
Et le conseil général, il fallait quelqu'un pour construire. L'État disait, moi, pas un sou. La ville disait, c'est pas, ou la communauté, c'est pas mon sujet. Et c'est le conseil général qui était porteur du projet. J'ai eu l'honneur de faire voter par le conseil général et de faire bâtir cet institut du littoral qui se trouve près de Lexie. Enfin, tout cela, c'est un beau quartier. Écoutez, la coopération avec le Québec dans le pays de Champlain ne peut pas être autre que légitime. Hein. Il y a une curiosité ici dans ce pays. Les gens, lorsqu'ils ont quelques mois, quelques années, qui commencent à marcher, qui sont au bord de la mer, se mettent sur la pointe des pieds pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà de la ligne d'horizon. Hein. C'est un peu la nature de tous les enfants d'ici. On a beaucoup de gens qui sont partis à la conquête du vaste monde. On trouve leur présence partout dans le monde. Et il y a une thèse qui a été soutenue par un universitaire québécois que j'ai bien connu autrefois, qui s'appelle Gilles Lefebvre, sur le Saintongeais dans le monde. Et sa thèse, c'est que dans tout ce qui n'est pas la France métropolitaine, mais qui parle français dans le vaste monde, le Québec au premier rang, il y a la langue saintongeaise et une étude très rigoureuse sur le vocabulaire, sur la sémantique, sur la syntaxe, tout ça montre que cette langue, c'est le saintongeais dans le monde. Donc quand on a cette grande histoire et qu'on en a été l'acteur, il est évident qu'on doit continuer. On a continué, le département avait construit avec le Canada, pas le Québec, mais le Canada, reconstruit la maison de Champlain à Brouage. Il faut que tout cela continue et se développe, mais c'est le cas, et c'est dans la grande tradition, je crois, de ce département de Charente-Maritime, de ces provinces d'Aunis et de Saintonge.